Les gens qui meurent de faim ne devraient pas refuser un sucre dans le encas. Le cerveau a peut-être une seconde motivation derrière sa réticence à exercer son self-control quand le niveau d'énergie du corps chute. Notre cerveau a évolué dans un environnement très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Un environnement dans lequel les ressources en nourriture étaient imprévisibles. Rappelez-vous votre voyage dans le Serengeti quand vous cherchiez votre repas parmi les carcasses d'antilopes. Dvorak et Wang pensent que le cerveau humain moderne utilise peut-être toujours le taux de sucre dans le sang comme un signe de la rareté ou de l'abondance de l'environnement. Les buissons croulent-ils sous les baies ou sont-ils desséchés? Le dîner tombe-t-il à nos pieds ou devons-nous le chasser à travers les plaines? Y a-t-il assez de nourriture pour tout le monde ou sommes-nous en concurrence avec des chasseurs et des cueilleurs plus gros et plus rapides que nous? Au temps lointain où le cerveau humain prenait forme, une glycémie en baisse n'était pas signe que vous aviez utilisé toute l'énergie de votre cortex préfrontal pour résister à un cookie. Elle signifiait que la nourriture était rare. Si vous n'aviez pas mangé depuis quelque temps, votre taux de sucre dans le sang était bas. Pour votre cerveau qui surveillait votre énergie, votre niveau de sucre était un indicateur de votre risque de mourir de faim dans un avenir proche si vous ne trouviez pas très vite quelque chose à manger. Un cerveau qui pouvait influencer vos décisions dans le sens d'une gratification immédiate quand les ressources se faisaient rares, ou d'un investissement à plus long terme dans le cas contraire, était un réel atout dans un monde où la disponibilité de la nourriture était imprévisible. Ceux qui étaient plus lents à écouter leur faim ou trop polis pour se battre pour leur part d'antilope pouvaient trouver le dernier os déjà rongé. Quand la nourriture était rare, les premiers humains qui écoutaient leur appétit et leurs impulsions avaient plus de chances de s'en sortir. Celui qui prend les plus gros risques, qui part à la recherche de nouvelles terres, goûte de nouvelles sources de nourriture ou s'unit avec de nouvelles compagnes, est souvent celui qui a le plus de chances de survivre, ou au moins de faire survivre ses gènes. Ce qui apparaît dans notre monde moderne comme une perte de contrôle peut en fait être un vestige de l'instinct ancré dans le cerveau pour prendre des risques stratégiques. Pour prévenir la famine, le cerveau passe dans un état impulsif où il est prêt à prendre plus de risques. De fait, des études montrent que l'homme moderne a plus tendance à prendre n'importe quel type de risque lorsqu'il a faim. Ainsi, les gens font des investissements plus risqués quand ils ont faim, et ils sont plus disposés à diversifier leur stratégie d'accouplement, entre parenthèses jargon de psychologues évolutionnistes pour dire tromper leur conjoint, après avoir jeûné. Malheureusement, dans la société occidentale moderne, cet instinct n'est plus payant. Les changements internes du niveau de sucre dans le sang sont rarement signes de famine ou qu'il est grand temps que vous transmettiez vos gènes au cas où vous ne passeriez pas l'hiver. Mais quand votre taux de sucre chute, votre cerveau a toujours préféré le raisonnement à court terme et le comportement impulsif. La priorité de votre cerveau va être de se recharger en énergie et non de s'assurer que vous preniez les bonnes décisions en ligne avec vos objectifs à long terme. Cela signifie que les traders qui n'ont pas encore déjeuné risquent de faire quelques transactions stupides, les gens qui suivent un régime risquent de s'investir dans des tickets de loto, et le politicien qui saute le petit déjeuner risque de trouver sa stagiaire irrésistible. Expérience de volonté. Le régime spécial volonté. Oui, c'est vrai qu'un petit apport en sucre peut donner un coup de fouet ponctuel à votre volonté en cas d'urgence. Mais à long terme, se shooter de sucre n'est pas une bonne stratégie pour le self-control. Pendant les périodes de stress, il est particulièrement tentant de recourir à un aliment de réconfort très industriel, riche en graisse et en sucre. Cependant, en faisant cela, votre self-control fera une chute libre. À long terme, des apports de sucre en dents de scie peuvent interférer avec la capacité du corps et du cerveau à utiliser le sucre. Ce qui veut dire que vous pourriez vous retrouver avec un taux de sucre dans le sang élevé mais peu d'énergie, comme c'est le cas pour les millions d'Américains atteints du diabète de type 2. Il vaut bien mieux s'assurer que votre corps reçoive un nombre suffisant d'aliments qui fournissent de l'énergie à long terme. La plupart des psychologues et des nutritionnistes recommandent un régime à faible index glycémique, c'est-à-dire un régime qui vous permette de maintenir votre taux de sucre à un niveau stable. Les aliments à indice glycémique faible incluent des protéines maigres, les noix et les haricots, les céréales, les grains entiers riches en fibres et la plupart des fruits et légumes. En gros, des aliments qui ont l'air d'être dans leur état naturel et auxquels on n'a pas ajouté une tonne de sucre, de gras ou de produits chimiques. Cela peut demander un peu de maîtrise de soi de s'orienter vers ce type d'alimentation, mais quoi que vous fassiez, par exemple si vous vous mettez à manger un bon petit déjeuner bien sain pendant la semaine plutôt que de sauter le petit déjeuner, ou à prendre un encas à base de noix plutôt que de sucreries, vous récupérerez toujours plus de volonté que vous n'en aurez dépensé pour opérer ce changement. Entraînez le muscle de la volonté. Vous pouvez renforcer n'importe quel muscle de votre corps au moyen d'exercices.
que ce soit développer vos biceps en soulevant des haltères ou exercer vos pouces en tapant des textos. Si le self-control est un muscle, même métaphoriquement parlant, il devrait être possible de l'entraîner aussi. Comme dans le cas de l'exercice physique, utiliser votre muscle de self-control peut être fatigant, mais avec le temps, l'entraînement devrait le rendre plus fort. Les chercheurs ont testé cette idée en mettant au point des régimes d'entraînement de la volonté. Il ne s'agit pas d'entraînement intensif pour militaires, ni de diète hyperprotéinée. C'est une approche beaucoup plus simple. Il s'agit de demander aux gens de faire travailler leur self-control en leur demandant de contrôler juste une petite chose qu'ils n'ont pas l'habitude de contrôler. Ainsi, un exemple de programme d'entraînement de la volonté requérait des participants qu'ils créent et respectent un planning avec des dates butoirs qu'ils s'imposaient à eux-mêmes. Vous pourriez faire cela pour n'importe quelle tâche que vous avez repoussée depuis quelque temps, comme par exemple nettoyer votre placard. Les dates butoirs pourraient être les suivantes. Semaine 1, ouvrir la porte et constater le foutoir. Semaine 2, s'occuper de tout ce qui est sur un cintre. Semaine 3, jeter tout ce qui est vieux comme Mathusalem. Semaine 4, se renseigner pour savoir à quelles associations vous pourriez donner certains vêtements. Semaine 5, etc. Bon, vous voyez l'idée. Quand les participants se sont fixés ce genre de planning pendant 2 mois, non seulement leurs placards s'en sont ressentis et ils ont mené leur projet à bout, mais ils ont aussi amélioré leur régime alimentaire, ont fait plus d'exercices physiques et ont réduit leur consommation de cigarettes, d'alcool et de caféine. C'est comme s'ils avaient renforcé leurs muscles de self-control. D'autres études ont découvert que se forcer à respecter avec constance le moindre petit acte de self-control, améliorer sa posture, presser et relâcher tous les jours et jusqu'à épuisement une petite poignée de musculation pour les mains, réduire sa consommation de sucreries et noter ses dépenses, peut augmenter la volonté dans son ensemble. Et si ces petits exercices de self-control peuvent sembler sans conséquence, ils semblent avoir des retombées positives sur les défis que nous avons vraiment à cœur de relever, comme améliorer notre concentration au travail, prendre soin de notre santé, résister à la tentation et nous sentir plus maîtres de nos émotions. Une étude menée par une équipe de psychologues de l'université de Northwestern, dans l'Illinois, a été jusqu'à tester si 2 semaines d'entraînement de la volonté pouvaient réduire la violence domestique au sein du couple. Ils ont réparti au hasard 40 adultes, âgés de 18 à 45 ans, tous en couple, dans 3 groupes d'entraînement. Aux participants du premier groupe, ils ont demandé d'utiliser leurs mains non dominantes pour manger, se laver les dents et ouvrir les portes. Ceux du deuxième groupe devaient éviter tout gros mot et ne jamais dire « ouais », mais dire oui. Le troisième groupe ne reçut pas d'instructions particulières. Au bout de 2 semaines, les participants des 2 groupes contraints de se surveiller s'avérèrent moins enclins à réagir par la violence physique aux facteurs typiquement déclenchants, comme la jalousie ou le manque de respect de la part du compagnon ou de la compagne. Le troisième groupe, au contraire, ne montra aucun changement. Même si vous ne luttez pas personnellement avec la violence physique, nous savons tous ce que c'est que de perdre son sang-froid et de faire quelque chose sous l'effet de la colère, que nous regrettons par la suite. L'action entre guillemets musculaire importante qui est de travailler dans toutes ces études, ce n'est pas le défi spécifique de respecter des délais, d'utiliser votre main gauche pour ouvrir les portes, ou de vous retenir de sortir le mot de Cambronne. C'est l'habitude de remarquer ce que vous êtes sur le point de faire et de choisir ce qui est le plus difficile plutôt que ce qui est le plus facile. À travers chacun de ces exercices de volonté, le cerveau prend l'habitude de faire une pause avant d'agir. La trivialité des tâches à faire peut même aider dans ce sens. Les tâches ne sont pas évidentes, mais elles ne sont pas non plus insurmontables. Et si ces exercices où l'on doit se retenir de faire ou de dire quelque chose requièrent de faire bien attention, il y a peu de risques qu'ils entraînent un sentiment éprouvant de privation. Qu'est-ce que vous voulez vous dire quand vous dites que je n'ai pas le droit de dire ouais? La seule chose que je dis 100 fois par jour. Le manque d'importance relative de ces défis de volonté permettait aux participants d'exercer le muscle du self-control sans l'angoisse interne qui fait avorter tant de nos tentatives de changement. Expérience de volonté. Exercice d'entraînement. Si vous voulez vous lancer vous-même dans un programme d'entraînement de votre volonté, testez le muscle de votre self-control avec l'un des exercices suivants. Renforcez votre pouvoir de ne pas faire. Engagez-vous à ne pas dire de gros mots, ou toute autre mauvaise habitude orale, à ne pas croiser les jambes quand vous vous asseyez, ou à utiliser votre main non dominante pour une tâche quotidienne comme manger ou ouvrir les portes. Renforcez votre pouvoir de faire. Engagez-vous à faire quelque chose tous les jours, quelque chose que vous ne faites pas déjà, afin de prendre une habitude ou de ne pas vous donner d'excuses. Cela pourrait être appeler votre mère, méditer pendant 5 minutes ou trouver une chose dans la maison qui a besoin d'être jetée ou recyclée.
Renforcez votre autosurveillance. Prenez concrètement note de quelque chose à quoi vous ne prêtez pas attention d'habitude. Cela pourrait être ce que vous dépensez, ce que vous mangez ou encore combien de temps vous passez devant l'ordinateur ou la télé. Vous n'avez pas besoin d'objets technologiques sophistiqués, du papier et un crayon feront l'affaire. Mais si vous avez besoin d'inspiration, le mouvement Quantified Self a fait de cette recherche un art et une science. Pour chacun de ces exercices d'entraînement de la volonté, vous pourriez choisir quelque chose de lié au défi principal que vous avez choisi. Par exemple, si votre but est d'économiser de l'argent, ce serait intéressant de noter ce que vous dépensez. Si votre but est de faire de l'exercice physique plus souvent, vous pourriez décider de faire 10 abdos ou 10 pompes avant de vous doucher le matin. Mais même si vous ne trouvez pas un exercice d'entraînement lié à vos objectifs à long terme, voir le self-control comme un muscle suggère que si vous exercez votre volonté tous les jours, même d'une manière simple, voire bête, vous aurez plus de force pour affronter vos défis plus importants. Un accro des sucreries conquiert sa gourmandise. Jim, un graphiste freelance de 38 ans, avait toute sa vie été d'une gourmandise terrible. Il n'était jamais tombé sur un bonbon qui ne lui plût pas. Il était intrigué par une étude que j'avais mentionnée en cours, qui avait découvert que laisser des bonbons dans un endroit bien visible peut augmenter le self-control général des gens, s'ils résistent quotidiennement à la tentation. Jim travaillait chez lui et se déplaçait souvent de son bureau à d'autres pièces de la maison. Il décida de mettre un bocal de bonbons gélifiés dans le couloir qu'il devait traverser chaque fois qu'il retournait dans son bureau. Il ne s'interdisait pas tous les bonbons, mais il avait établi la règle « aucun bonbon du bocal dans le couloir » afin de défier son self-control. Le premier jour, son instinct d'enfourner quelques bonbons surgit aussitôt et il eut bien du mal à y résister. Mais au fil de la semaine, cela lui parut plus facile. Voir les bonbons rappelait à Jim que son but était d'exercer son pouvoir de ne pas faire. Surpris de sa réussite, il commença à sortir de son bureau plus souvent, rien que pour s'exercer un peu plus. Alors que Jim avait craint au début que la tentation visible n'épuise sa volonté, il trouva au contraire que le procédé lui donnait de l'énergie. Quand il retournait à son bureau en ayant résisté aux bonbons, il se sentait motivé. Jim fut étonné de découvrir que quelque chose qu'il croyait complètement hors de son self-control puisse changer aussi vite à la suite d'un petit défi qu'il s'était donné et qu'il avait su relever. Lorsque vous essayez d'accomplir un gros changement ou de vous défaire d'une vieille habitude, cherchez une manière facile d'exercer votre self-control qui renforce votre volonté sans la submerger complètement. À quel point les limites du self-control sont-elles réelles ? Que vous vous tourniez vers la science ou vers votre propre expérience en quête de preuves, il est clair que nous autres, humains, avons tendance à tomber à court de volonté. Mais n'a-t-on plus d'envie ou n'a-t-on plus les moyens de répondre à nos envies ? Ce n'est pas clair. Est-il vraiment impossible pour un fumeur de limiter ses dépenses quand il s'efforce déjà d'arrêter de fumer ? La personne qui suit un régime et se prive de ce qu'elle adore manger est-elle vraiment trop faible pour résister à une aventure extra-conjugale ? Il y a toujours une différence entre ce qui est difficile et ce qui est impossible. Et les limites du self-control pourraient être le reflet de l'un ou de l'autre. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un pas en arrière par rapport à cette métaphore du muscle du self-control pour regarder de près pourquoi les vrais muscles, comme ceux que vous avez dans les bras et dans les jambes, se fatiguent et abandonnent. Franchir la ligne d'arrivée. À mi-parcours de la course de son premier triathlon Ironman, Cara, 30 ans, se sentait en pleine forme. Elle avait déjà survécu aux 3,8 km de natation et aux 180,2 km de vélo, et la course à pied était son épreuve préférée. Jusque-là, elle avait fait un meilleur temps que ce qu'elle se croyait capable de faire. Mais voilà que la réalité physique de ce qu'elle avait fait s'est abattue brutalement sur son corps. Elle avait mal partout, de ses épaules douloureuses à ses pieds meurtris. Ses jambes semblaient lourdes et creuses, comme si elle n'avait pas la force de continuer. C'était comme si un interrupteur avait été actionné dans son corps, lui disant « ça s'arrête là pour toi ». Son optimisme en a pris un coup et elle a commencé à penser en elle-même. Ça ne va pas se finir aussi bien que ça a commencé. Mais malgré la sensation d'épuisement qui lui donnait l'impression que ses pieds et ses jambes ne coopéraient pas, ils coopéraient. Chaque fois qu'elle pensait « je ne peux pas le faire », elle se disait « mais tu es en train de le faire » et elle continuait à mettre mécaniquement un pied devant l'autre, et ainsi jusqu'à la ligne d'arrivée. L'aptitude de Cara à finir le triathlon est un parfait exemple de la manière dont la fatigue peut être trompeuse. Les physiologistes de l'exercice ont longtemps pensé que lorsque le corps abandonne, c'est parce que, littéralement, il ne peut pas continuer. La fatigue était un échec du muscle, un point c'est tout.
Les muscles épuisent toute l'énergie en stock. Ils ne peuvent absorber assez d'oxygène pour métaboliser l'énergie qu'ils ont. Le niveau du pH dans le sang devient trop acide et trop alcalin. Toutes ces explications semblent logiques en théorie, mais personne n'a jamais pu apporter la preuve que c'est ce qui fait ralentir et abandonner les sportifs. Timothy Noakes, professeur en sciences de l'exercice et du sport à l'université du Cap, en Afrique du Sud, avait une opinion différente sur le sujet. Noakes est connu dans le monde du sport pour remettre en question des croyances profondément enracinées. Il a montré, par exemple, que trop boire pendant les compétitions d'endurance pouvait tuer un athlète en diluant les sels essentiels dans le sang. Ultramarathonien lui-même, Noakes a participé à des compétitions de ce genre et il s'est intéressé à une théorie peu connue avancée en 1924 par le physiologiste Archibald Hill, lauréat du prix Nobel. Hill avait émis l'idée que la fatigue liée à l'exercice physique était peut-être causée non pas par une panne des muscles, mais par le système d'autosurveillance du cerveau qui se montrerait surprotecteur afin d'empêcher l'épuisement. Quand le corps travaille dur et exige beaucoup de la part du cœur, le système de surveillance, que Hill appelait le gouverneur, mettrait le holà. Hill n'a pas deviné comment le cerveau produit cette sensation de fatigue qui pousse les athlètes à abandonner, mais Noakes était intrigué par les implications de cette idée. L'épuisement physique serait un tour que l'esprit jouerait au corps. Si c'était vrai, cela signifierait que les limites physiques d'un athlète seraient bien au-delà de ce que suggère le premier message envoyé par le corps. Avec plusieurs collègues, Noakes commença à passer en revue les indices de ce que vivent les athlètes d'endurance en conditions extrêmes. Ils ne trouvèrent aucune preuve de panne physiologique qui aurait lieu à l'intérieur des muscles. En revanche, le cerveau disait manifestement aux muscles d'arrêter. Sentant le rythme cardiaque s'accélérer et la réserve d'énergie diminuer rapidement, le cerveau freine littéralement le corps. Au même moment, le cerveau crée un sentiment de fatigue accablante qui a peu à voir avec la capacité des muscles à continuer le travail. D'où l'explication de Noakes. La fatigue ne devrait plus être considérée comme un événement physique, mais plutôt comme une sensation ou une émotion. La plupart d'entre nous interprètent l'épuisement comme l'indicateur objectif que nous ne pouvons pas continuer. Selon cette théorie, ce n'est qu'une sensation générée par le cerveau pour nous motiver à arrêter, comme la sensation d'angoisse peut nous retenir de faire quelque chose de dangereux et la sensation de dégoût peut nous retenir de manger quelque chose qui nous rendra malade. Mais parce que la fatigue n'est qu'un système d'alerte précoce, les athlètes de l'extrême peuvent régulièrement repousser ce qui nous apparaît comme les limites physiques naturelles du corps. Ces athlètes reconnaissent que la première vague de fatigue n'est jamais une limite réelle, et avec une motivation suffisante, ils peuvent la transcender. Quel est le rapport de tout ça avec nos étudiants d'université qui se bourrent la tête avec des connaissances et la bouche avec des cochonneries? Ou avec les gens qui font un régime et trompent leurs conjoints, et les employés de bureau qui perdent leur concentration? Certains scientifiques croient maintenant que les limites du self-control sont exactement comme les limites physiques du corps. Nous nous croyons souvent vidés de toute volonté avant de l'être vraiment. Nous pouvons en partie remercier un cerveau motivé par l'idée de conserver de l'énergie. Tout comme le cerveau peut dire aux muscles du corps de ralentir quand il craint un épuisement physique, il peut freiner l'exercice consommateur d'énergie du cortex préfrontal. Cela ne veut pas dire que nous n'avons plus de volonté, seulement que nous devons rassembler la motivation nécessaire pour l'utiliser. Ce dont nous nous croyons capables peut déterminer si nous allons abandonner ou persévérer envers et contre tout. Des psychologues de Stanford ont découvert que certaines personnes ne croient pas à la sensation de fatigue mentale qui suit un acte éprouvant de self-control. Ces athlètes de la volonté ne montrent pas non plus la détérioration classique du self-control que l'on s'attend à avoir avec un muscle. En tout cas pas dans les exemples de défis de volonté modérés que les chercheurs peuvent éthiquement tester en laboratoire. À la suite de ces découvertes, les psychologues de Stanford ont émis une idée qui secoue le champ de la recherche sur le self-control autant que les affirmations de Noakes ont pu ébranler celui de la physiologie de l'exercice. Les limites du self-control qui ont été largement observées par la communauté scientifique reflètent peut-être ce que les gens croient à propos de la volonté et non leurs vraies limites physiques et mentales. La recherche à ce propos ne fait que commencer et personne ne prétend que les humains ont une capacité de self-control illimitée. Mais il est tentant de croire que nous avons souvent plus de volonté que nous le croyons. Cela soulève l'idée que nous pouvons peut-être, comme les athlètes, repousser la sensation d'épuisement de notre volonté pour réussir à franchir la ligne d'arrivée de nos propres défis de volonté. Sous le microscope. Votre épuisement est-il réel? Bien trop souvent, nous prenons le prétexte de la première sensation de fatigue pour sauter une séance de gym, critiquer notre conjoint,
repousser ce que l'on a à faire un peu plus ou commander une pizza plutôt que de cuisiner quelque chose de sain. Il est certain que les exigences de la vie pompent notre volonté et qu'avoir une parfaite maîtrise de soi est gageur. Mais vous avez peut-être plus de volonté que la première impulsion de céder ne le laisse penser. La prochaine fois que vous vous trouvez entre guillemets trop fatigué pour faire preuve de self-control, relevez le défi et poussez-vous au-delà de ce premier sentiment de fatigue. Gardez en tête qu'il est aussi possible d'en faire trop. Et si vous vous sentez constamment épuisé, demandez-vous si vous ne vous êtes pas réellement poussé jusqu'à l'épuisement.